Salut tout le monde, me revoici en vidéo après une longue absence, mais je pense que vous commencez à avoir l'habitude avec moi. Donc pour vous parler de mes lectures. Alors oui, j'ai mis longtemps à revenir parce que j'ai eu une très grosse panne de lecture en octobre. J'ai vraiment à peu près rien lu pendant ce mois-ci, donc du coup là je vous fais mes lectures de septembre à directement début novembre. Donc je vais notamment vous parler des 3 romans que j'ai lus dans le cadre du petit challenge que... Oui alors, je vais pas arrêter de bouger cette chaise, je vous préviens. Donc les 3 romans que j'ai lus dans le cadre du petit challenge que je m'étais fait sur le thème des félins. Donc je m'étais fixé de faire la catégorie guépard, donc qui consistait à lire 3 livres selon un ensemble de critères que je vous laisse découvrir dans la vidéo consacrée au challenge si ça vous intéresse. Et donc je les ai lus et je vais maintenant vous donner mon avis dessus. Alors le premier que j'avais lu c'était Celle qui a tous les dons de M.R. Carré. Donc c'est aux éditions Livre de Poche et c'est un livre de science-fiction sur le thème invasion de zombies. Donc c'est science-fiction post-apocalyptique. Et il s'agit d'un tome 1 puisque le tome 2 est paru cette année assez récemment. Je sais plus comment il s'appelle. Ah si, le tome 2 s'intitule La part du monstre. Et donc dans ce tome 1, on va suivre notamment le personnage d'une petite fille qui a une dizaine d'années à peu près et qui vit en fait dans une espèce de bunker militaire dans une zone ultra sécurisée puisque tout autour il y a des hordes de zombies. Et cette petite fille est particulière puisqu'en fait elle a elle-même été infectée par le champignon responsable de la zombification, sauf que elle n'est pas devenue un zombie, enfin elle est parasitée par le champignon, elle a le désir d'attaquer les gens, de les manger, etc. Mais elle a toujours une conscience, elle est toujours capable de penser par elle-même. Et donc en fait cette petite fille est un sujet d'expérience avec d'autres enfants dans ce bunker militaire qui en fait sert aussi de base scientifique et où des adultes non infectés étudient les enfants infectés pour essayer de mieux comprendre le champignon responsable de la zombification et voir comment l'éradiquer, quoi. Je vous résume ça très vite. Donc c'est une lecture que j'ai plutôt bien appréciée, même si, une fois n'est pas coutume, j'ai préféré le film, puisqu'il a été adapté il y a quelques années sous le titre The Last Girl. Euh, J'allais dire c'est le titre du livre en anglais, mais non, je suis pas sûre en fait. Donc bref, il a été adapté sous le titre The Last Girl, et j'avais vraiment beaucoup aimé le film, je l'avais trouvé très intéressant, assez captivant, avec des thèmes intéressants et tout ça. Et donc ça m'avait donné très envie de lire le roman. Et finalement j'ai préféré le film parce qu'en fait dans le film j'ai trouvé qu'il y avait plus d'intensité, plus d'émotion et que c'était plus rythmé aussi. Alors bon, ça paraît un peu normal puisque dans le livre on a, comme c'est généralement le cas, beaucoup plus d'informations que dans le film. Donc le rythme est plus lent. Mais du coup j'ai trouvé que c'était limite un peu trop lent en fait par moment. En fait on va suivre, enfin disons qu'au début, on découvre la base scientifique, comment ça se passe, le champignon, les enfants, etc. Donc il y a la mise en place du décor où là voilà, on découvre le truc. Et après, il va se passer un événement qui va faire que l'histoire va prendre une tournure inattendue et que ça va devenir en fait une espèce de road trip un peu en mode survie au milieu des zombies. Donc voilà, je vous en dis pas plus pour pas trop vous révéler d'aspect de l'histoire. Mais il y avait des passages en fait où je trouvais qu'il se passait plus grand chose, où ça commençait à traîner un petit peu. Et j'avoue qu'il y a eu des moments où j'étais limite un tout petit peu en train de décrocher par rapport à cette histoire de rythme. Ce que je n'avais pas eu, enfin j'avais pas eu cette impression-là en voyant le film, qui est plus rapide. Après l'avantage c'est que ce rythme un peu plus lent permet de plus développer la psychologie des personnages. Donc il y a pas mal de réflexions intéressantes, notamment sur la psychologie de la petite fille, j'ai oublié comment elle s'appelle, Mélanie. Donc il y a beaucoup de réflexions sur la psychologie de Mélanie qui évolue beaucoup au fur et à mesure de l'histoire. Ça c'était bien développé, c'était assez intéressant. Surtout qu'en fait c'est une petite fille qui est très très intelligente et donc elle fait beaucoup d'auto-analyse, elle a toutes sortes de réflexions un peu existentielles. Et l'auteur a assez bien réussi à retranscrire ça et c'est un personnage qui du coup est assez profond et c'est intéressant de suivre ses réflexions et l'évolution de sa personnalité puisque donc elle passe d'un milieu où elle était coupée du monde, elle avait à peu près jamais vu le monde extérieur, en tout cas elle en avait pratiquement aucun souvenir et d'un coup elle va le découvrir au cours de l'histoire et on va suivre avec elle comment cette découverte du monde va impacter sa psychologie. Donc voilà, tout ça c'était très intéressant. Après, concernant les autres personnages, donc il y a notamment, en fait, elle va être entourée de plusieurs adultes non infectés
qui eux m'ont un peu moins plu, puisqu'en fait elle va notamment être très liée avec une jeune scientifique, une jeune femme qui s'appelle Mademoiselle Justino, et qui est présente aussi dans le film, mais dans le film elle m'avait paru moins antipathique que dans le livre. En fait, dans le livre, j'ai trouvé que Mademoiselle Justino était assez énervante. C'est un personnage que j'ai vraiment pas du tout aimé, alors que dans le film, elle m'avait pas plus dérangé que ça, quoi. Et là, dans le livre, elle m'a un peu cassé les pieds, je dois dire. Et globalement, voilà, je me suis beaucoup moins attachée au personnage en fait dans le roman que dans le film. J'ai trouvé du coup qu'il y avait plus de mise à distance et je ressentais moins d'émotions. J'avais pas beaucoup, voire même aucune empathie pour eux en fait. Et je pense aussi que c'est ce qui explique que parfois je me sois un petit peu ennuyée, c'est parce qu'en fait j'arrivais pas à m'attacher au personnage, donc je n'arrivais pas à trop m'intéresser au développement des relations entre eux, etc. Donc néanmoins, un truc que j'ai bien aimé, c'est l'aspect scientifique qui est très présent dans ce livre-là. On voit que l'auteur a fait pas mal de recherches, il a peut-être fait des études dans le domaine, j'avoue que j'ai pas vérifié, mais en tout cas il a une connaissance assez précise et assez fouillée de pas mal de domaines, notamment en lien avec la biologie et surtout la microbiologie, puisque donc on parle d'une espèce de champignon parasite tueur. Et il y a beaucoup de détails qui sont donnés par rapport à ça. Donc il lui a donné un nom scientifique, donc imaginaire, mais en fait l'auteur s'est inspiré d'un vrai champignon qui existe vraiment et qui zombifie, si je puis dire, des fourmis. Et en fait il a repris ce concept-là et il a imaginé qu'est-ce que ce serait si ce champignon qui s'attaque à des fourmis existait en une espèce, on va dire, qui peut s'attaquer à l'homme. Donc du coup il a beaucoup exploré ça, il parle de tous les processus biologiques, etc. Donc ça c'était vraiment intéressant, j'ai bien aimé. Après, c'était pas toujours très très expliqué, donc c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît rien au sujet, je pense que certaines notions abordées doivent paraître un peu obscures parce qu'il va quand même assez loin dans le détail. Et donc je pense que certains termes, certains concepts auraient mérité d'être peut-être un petit peu plus expliqués ou présentés d'une façon un peu moins technique pour que ce soit vraiment accessible pour tout le monde. Mais bon, d'un autre côté, ça donnait de la crédibilité à l'histoire. On voyait que c'était pas un truc qui sortait nulle part et que c'était vraiment basé sur des, comment dire, sur des faits, quoi, sur une réflexion, que l'auteur a une vraie réflexion scientifique derrière ce livre. Donc voilà. Après, un truc qui m'a un petit peu gênée, je vous dis ça de façon très très décousue, hein, bon c'est comme d'habitude, un truc qui m'a un petit peu gênée, c'est le style d'écriture. Alors là, je sais pas si c'est lié à la traduction, puisqu'à la base c'est écrit en anglais, ou si c'est vraiment le style d'écriture, mais j'ai trouvé qu'il n'était pas très fluide en fait. Il y avait des passages que je trouvais super bien écrits, avec des réflexions très intéressantes, où je me disais là c'est vraiment pas mal. Et il y avait d'autres passages par contre où je trouvais qu'il y avait des maladresses au niveau du style, qu'il y avait des formulations de phrases qui étaient un peu bizarres, enfin il y avait des choses qui me gênaient, où je trouvais que c'était moins bien écrit. Donc ça m'a paru un petit peu inégal en fait au niveau du style d'écriture. Et il y a eu des moments où ça m'a un peu gênée, où ça m'a fait un petit peu sortir de l'histoire. Et je pense qu'il y a dû avoir un problème lié à la traduction, notamment au niveau des dialogues, puisqu'en fait il y a eu je pense, enfin j'ai l'impression qu'il y a eu des traductions un peu littérales de certaines expressions qui en anglais doivent probablement sonner assez bien, si je puis dire, mais qui en français faisaient bizarre. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y avait certains termes en fait qui me paraissaient un petit peu incongrus et qui, je pense auraient pas dû être traduits littéralement de l'anglais en fait, parce que le passage entre les deux langues se faisait pas bien. Je pense qu'en anglais elle devait paraître tout à fait normale, mais en français elle faisait bizarre. Bref, voilà. Donc voilà, il y a eu des petites choses par rapport au style qui m'ont gênée et qui ont fait aussi que j'ai mis un petit peu de temps à lire ce livre. Je ne l'ai pas lu très 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 vite. Après, il est quand même relativement long, il fait 500 pages. Mais bon, globalement, c'est quand même une lecture que j'ai appréciée. Je crois que je lui ai mis la note de 15. Je conseillerais de... Peut-être... Alors... Non, en fait, je sais pas s'il vaut mieux voir le film avant ou après. Je pense que c'est comme on veut. Peut-être lire le livre avant quand même, puisque un truc assez étonnant, c'est que le film est globalement assez fidèle à l'histoire du livre, mais il y a eu deux gros changements au niveau des personnages. C'est-à-dire que dans le livre, le personnage de Mélanie est une petite fille très blonde avec la peau très pâle,
et Mademoiselle Justino est au contraire une femme noire avec la peau très sombre. Il y a un gros contraste d'apparence entre ces deux personnages qui est pas mal mis en avant dans le livre. Alors que dans le film, c'est l'inverse, c'est la petite fille qui est de peau sombre, elle est pas noire, je crois, elle est plutôt peut-être métisse, je me rappelle plus très bien, mais bon, bref, c'est la petite fille qui a la peau sombre et Mademoiselle Justino qui est blanche. Et alors, bon, c'est un détail, mais ça m'a perturbée en fait, parce que du coup, comme j'avais vu le film avant, j'avais vraiment l'image de ces deux personnages-là. Et du coup, quand j'ai lu que Mélanie était blonde, etc., ça m'a un peu perturbée parce que moi j'avais gardé l'image de cette petite fille à la peau sombre et j'arrivais pas à bien. J'arrivais pas à m'enlever cette image de la tête pour repartir dans l'histoire avec l'idée que c'était l'inverse, quoi. Bref, bon après voilà, c'est pas non plus très gênant, mais c'est un truc qui m'a un petit peu étonné qu'ils aient échangé comme ça les deux aspects. Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'il vaut mieux lire le livre avant pour pas être perturbé par ça au moment de lire le roman, quoi. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour celle qui a tous les dons. Donc je vous le conseille si vous aimez bien les histoires de science-fiction très scientifiques, ça devrait vous plaire. Et c'est pas spécialement violent, il y a quelques scènes de violence parce que c'est une histoire de zombies, mais c'est pas Walking Dead, quoi. Il n'y a pas de scène atroce, on va dire. Il y a une scène de dissection qui pourrait peut-être gêner certaines personnes, mais c'est pas non plus... il y a pire, quoi, on va dire. Ensuite, j'ai enchaîné avec Juste une ombre de Karine Jebel, qui est donc un thriller assez épais, qui fait plus de 600 pages, non, qui fait 600 pages. Et alors celui-là, par contre, je l'ai lu très très vite, il correspondait parfaitement aux critères de choix pour le challenge, qui était à savoir un page turner avec un rythme très rapide. Donc celui-là, j'avais aucune difficulté à le lire dans le train, même quand j'étais un peu fatiguée ou pas très concentrée, ça se lit vraiment très 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 facilement. Alors après, ce qui est étonnant avec ce livre, c'est que je l'ai commencé en ayant de fortes attentes, parce que j'en avais beaucoup entendu parler aussi de cet auteur en général, donc j'avais des grosses attentes. Et pendant une très longue partie du roman, ces attentes ont été déçues en fait. Et je me suis dit, arrivé un moment, que ça allait être une grosse déception et que ça allait pas le faire. Et puis finalement, mon avis est remonté juste sur la toute fin, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé le dénouement. Et donc en fait, c'est le dénouement qui a rattrapé un peu tout le reste du livre, en fait, si je puis dire. Donc c'est assez étonnant, c'est rare que ça me fasse cet effet-là. Mais donc pour vous remettre un petit peu le contexte, on voit suivre le personnage d'une jeune femme qui a une trentaine d'années, qui s'appelle Chloé, donc qui vit à Paris, qui travaille dans le marketing dans une agence de publicité, qui a un poste très élevé, elle est directrice adjointe il me semble, donc voilà, elle a un statut hiérarchique très élevé, elle est très riche, elle a beaucoup d'autorité, elle a aussi un caractère très dominateur, donc elle aime bien humilier les gens qui sont en dessous d'elle dans la hiérarchie, elle aime beaucoup le pouvoir, elle aime beaucoup les signes extérieurs de richesse, etc. Et un jour, Chloé va s'apercevoir qu'un homme s'est mis à la suivre et qu'elle se sent plus en sécurité en fait, parce qu'elle commence à le voir de plus en plus souvent. Puis elle va se rendre compte que des objets ont été déplacés dans sa maison, qu'il se passe des trucs vraiment de plus en plus étranges, que visiblement cet homme parvient à s'introduire chez elle, à la regarder quand elle dort, enfin des trucs comme ça. Et donc elle va essayer de commencer à en parler autour d'elle, elle va aller voir la police, etc. Sauf que personne ne la croit parce qu'en fait il n'y a pas de preuves. Cet homme qui la suit s'arrange toujours pour que personne ne le voie et qu'elle soit la seule en fait à se rendre compte de sa présence, et à part ça il ne laisse aucune trace. Donc quand elle va expliquer qu'elle se sent suivie, personne ne va la croire en fait. Et ça va être au point qu'elle-même va finir par se demander si elle est vraiment suivie ou si en fait elle est folle et qu'elle imagine que quelqu'un la suit. Et donc tout le livre va tourner un peu autour de cette question en fait. Est-ce que le personnage est fou ou est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui la suit? Donc c'est un thriller très psychologique. Et donc je disais que pendant une grosse partie du récit, j'avais été un peu décontenancée parce que... alors bon, déjà je m'attachais pas du tout au personnage. Bon, ça après peut-être que c'est voulu parce que Chloé est présentée volontairement comme quelqu'un d'assez désagréable, en tout cas au début du livre. Mais voilà, j'avais vraiment aucun... On va dire que j'avais pas grand intérêt pour les personnages en fait. Parfois je les trouvais un tout petit peu caricaturaux aussi, enfin voilà, j'accrochais pas avec eux. Et puis je trouvais qu'en fait on devinait assez facilement ce qui allait se passer. C'est-à-dire que comment ne pas trop vous en dire? Disons qu'une des révélations principales du livre, je vous dis pas laquelle, mais je l'avais vu venir de très 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 loin en fait. Ça se devine vraiment assez facilement.
Donc du coup j'étais là, bon, il n'y avait pas énormément de surprises, ça se lisait bien, c'était captivant à lire, etc. Mais il n'y avait pas de surprise en fait, et je trouvais que les effets étaient un peu gros quoi en fait. Donc voilà, et en fait c'est juste le dénouement, encore une fois je peux pas vous en parler, mais le dénouement j'ai trouvé qu'il rattrapait le tout parce que il était vraiment assez intense, et comment dire, il est assez dur, il est assez fort, voilà, il termine le livre sur une note assez forte, et du coup ça j'ai bien aimé, j'ai trouvé que voilà, ça c'était le genre de choses que je recherchais en lisant ce livre, que j'aurais bien voulu trouver avant, mais qui était quand même là à la fin, donc du coup ça remontait un peu l'ensemble, et au final j'ai mis la note de 16. Donc voilà, c'était la première fois que je lisais cet auteur, Karine Gebel. Je sais pas si je lirai d'autres livres d'elle, je vous avoue que c'est pas une auteure prioritaire dans ma wishlist, mais en tout cas je suis quand même contente d'avoir découvert celui-là, dont j'entendais pas mal parler, qui ne m'a pas plu autant que ce que j'aurais espéré, mais qui a quand même été une bonne lecture détente, on va dire, et avec un dénouement que j'ai trouvé bien réussi. Depuis combien de temps je parle? Oh mon dieu, 16 minutes. On ne perd pas les bonnes habitudes. Alors, troisième roman que j'ai lu, il s'agit de Circé de Madeline Miller. Donc, celui-là est tombé en fait au moment de ma panne de lecture, donc j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Pourtant, je l'ai beaucoup aimé. Pardon. Je l'ai beaucoup aimé, mais donc j'ai mis beaucoup de temps à le finir parce qu'il est arrivé à un moment en fait où j'étais très fatiguée. Et contrairement à Juste une ombre de Karine Giebel, ce n'est pas un roman qui se lit de façon effrénée. C'est un roman qui est plutôt lent au niveau du rythme. Il se passe beaucoup de choses, mais voilà, c'est pas un thriller, c'est pas un page turner. Faut prendre le temps de le lire pour pouvoir l'apprécier, et donc ça explique aussi qu'il m'a pris beaucoup plus de temps. Donc Circé, ça part du personnage mythologique Circé, qui est une sorcière. Alors c'est une nymphe, donc c'est-à-dire qu'elle est née de l'union entre un dieu, donc un dieu de la mythologie grecque, à savoir Hélios, le dieu du soleil, et une nymphe qui s'appelle Persée, et donc voilà, elle est considérée comme une nymphe, les hommes la considèrent aussi comme une déesse, bon voilà, c'est pas exactement la même chose, mais en gros c'est un personnage un peu divin. Et elle est très mal aimée dans son entourage, puisqu'en fait elle n'est pas aussi jolie que les autres nymphes. Or dans la société des dieux, la seule utilité des nymphes en fait c'est d'être jolie pour pouvoir être mariée aux hommes ou aux dieux, ou voilà. Elles n'ont pas beaucoup d'autres fonctions, elles ne sont pas très reconnues en tant que personne, on va dire. Donc voilà. Et donc elle est pas très jolie, donc du coup on ne sait pas à qui on va la marier. Et puis en plus elle a un caractère assez rebelle, elle est un peu contre les conventions justement qui font que les nymphes devraient juste être jolies et servir les hommes, et voilà. Elle a plutôt tendance à affirmer ses convictions, à camper sur ses positions, à avoir un peu un fort caractère. Et du coup elle n'est pas très bien acceptée dans la société des dieux, qui la trouvent casse-pied. Et ils trouvent qu'elle sert à rien et qu'elle est casse-pied en gros. Donc voilà, et ça va l'amener en fait à finalement braver certains interdits. Elle va se rebeller de plus en plus en fait contre sa famille, contre la société des dieux, et à la fin elle va faire quelque chose de vraiment complètement interdit, et elle va être exilée. Donc en fait les dieux vont la condamner à être exilée sur une île qui s'appelle Aea. Alors je sais pas trop comment ça se prononce parce que l'orthographe est un peu spéciale. Donc voilà, elle va être exilée sur cette île, et sa punition c'est de rester toute seule sur cette île pendant l'éternité quoi. Et à côté de ça, j'ai oublié de dire, mais Circé découvre en fait qu'elle est une sorcière, donc ce qui est quelque chose que tous les dieux ne savent pas faire. Elle connaît le pouvoir des plantes en fait, elle sait comment utiliser les plantes pour faire des potions et faire de la sorcellerie. Et ça lui donne un pouvoir que peu de dieux ont, et qui font qu'elle est également assez redoutée, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils vont choisir de l'exiler très loin d'eux en fait. Donc voilà, du coup elle va se retrouver toute seule sur son île, où elle va se perfectionner dans l'art de la sorcellerie avec les plantes qui poussent sur l'île, etc. Mais où elle va être globalement toute seule et un peu s'ennuyer, on va dire, jusqu'à ce que des êtres, enfin des humains, donc des mortels, finissent par accoster sur son île, puisqu'en fait son île n'est pas dans un monde séparé du monde des hommes, elle est dans le monde réel, on va dire. Et donc en fait au fur et à mesure de l'histoire, il va y avoir différents bateaux de mortels qui vont accoster sur son île, et donc elle va faire des rencontres en fait comme ça. Et elle va notamment rencontrer certains personnages assez célèbres comme Jason et Médée, Ulysse qui va avoir une très grande importance dans le récit, puisqu'elle va devenir son amante.
Et elle va aussi avoir la visite de certains dieux de l'Olympe. Donc il y a par exemple le dieu Hermès qui va venir la voir régulièrement. Il va aussi y avoir Apollon, Athéna. Donc en fait, elle est exilée toute seule sur son île, mais finalement elle a pas mal de visites. Et c'est ce qui permet qu'il se passe quand même pas mal de choses dans ce roman, sinon ça aurait été un peu limité. Et donc, alors je sais pas trop comment vous résumer ça, mais en fait, à travers le regard de Circé et à travers ses actions aussi, on va suivre on va suivre tout un pan de la mythologie grecque en fait. Donc ça va évoquer la guerre de Troie, l'Odyssée d'Ulysse, l'histoire aussi de Jason et Médée avec la toison d'or, etc. Donc il y a différents mythes en fait auxquels elle va être liée de près ou de loin. Ça va parler du Minotaure aussi. Donc on va découvrir comme ça tout un pan de la mythologie grecque à travers son regard et à travers le rôle plus ou moins direct qu'elle a joué dans ces différentes histoires-là. Donc comme elle est immortelle, elle vit, elle a le temps de vivre pour voir des générations et des générations de mortels et donc tout un tas d'événements historiques ou mythologiques très importants. Bref, voilà, en gros c'est ça. J'ai l'impression de mal vous l'expliquer, mais voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que donc il est très riche, il s'y passe beaucoup de choses et j'ai trouvé que l'auteur avait réussi à donner une vraie profondeur émotionnelle à ce livre. Donc c'est pas simplement on vous raconte la mythologie grecque et puis voilà quoi. Il y a le personnage de Circé est vraiment très bien exploité, l'auteur explore beaucoup ses états d'âme, ses réflexions qu'elle a sur le monde, sur elle-même, sur beaucoup de sujets. Et il y avait beaucoup de maturité en fait, j'ai trouvé dans ce livre au niveau de tout ce qui était réflexion émotionnelle, psychologique, réflexion sur le monde, etc. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut prendre le temps de le lire tranquillement et pas se précipiter dessus parce que c'est un livre un petit peu philosophique en fait qui est propice à la réflexion, on va dire. Il y avait aussi des passages très très poétiques, il y avait quelques descriptions qui étaient très belles. J'ai bien aimé les passages aussi sur la sorcellerie où elle explique le pouvoir des plantes, comment elle le ressent, etc. C'était assez bien expliqué, c'était aussi assez beau. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre pour toutes ces raisons-là, surtout pour sa richesse et son intensité en fait. Et même si j'ai mis très très longtemps à le lire, ça a quand même été une très bonne lecture. Donc ne vous attendez pas forcément à des déferlements d'action permanents. Il y a des passages qui sont plus lents que d'autres, volontairement plus lents. Certains passages sont un petit peu contemplatifs par moments, mais en fait j'ai envie de dire c'est le but de ce livre en fait, comme je le disais, c'est un livre qui vraiment veut amener à la réflexion et qui a un côté assez philosophique. Et puis en même temps on apprend un certain nombre de choses sur la mythologie grecque, alors ça va pas forcément dans le détail, mais ça évoque quand même un certain nombre de mythes et d'événements historiques, donc si le sujet vous intéresse, voilà, ça pourrait vous plaire. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était une bonne immersion, on va dire, dans cet univers-là. Et donc je pense que je lirai l'autre livre de l'auteur qui, lui, parle de Achille et de sa relation avec son amant Patrocle. Voilà. J'arrête de parler parce que ça fait déjà 10 millions d'années que je parle. Je vous montre juste. Donc maintenant que j'ai fini ces 3 romans, je vais me lancer dans la suite et fin de la série Murena, donc les bandes dessinées. Là je vous montre le tome 7, donc il me reste les tomes 7 à 10 à lire, donc je pense que je vais essayer d'en lire un par jour ou un tous les 2 jours, enfin voilà, je vais terminer cette série là, et quand j'aurai fini je reprendrai des lectures de romans, mais ça je vous en parlerai le moment venu. Voilà, et donc ça fait 23 minutes 35, 36, 37, donc je vais m'arrêter là, je vous souhaite de bonnes lectures et puis à bientôt ou pas, dans une vidéo. Salut!